Qu'est-ce que vous associez avec la ville de Nuremberg? Peut-être les Nürnberger Bratwürste, le Christkindlesmarkt ou le procès de Nuremberg? Avec ma visite guidée, je veux vous donner un regard plus profond sur la ville. Je m'appelle Maria et je suis en service civique en formation jeunesse Vichy. J'ai choisi Nuremberg ou Nürnberg en allemand parce que c'est quasiment ma ville natale. Je viens de près d'ici. Avec ses 500 000 habitants, Nürnberg est la deuxième plus grande ville de la Bavière, après Munich. Avec Erlangen, c'est l'un des deux lieux d'implantation de l'université Friedrich Alexander, l'une des plus grandes universités en Bavière. Mais c'est aussi le lieu d'implantation de nombreuses grandes entreprises, comme Dativ, Bosch et Siemens. La première preuve de l'existence de la ville date de 1050. C'est aussi en ce temps que l'emblème est construit, la Nürnberger Burg ou le château de Nuremberg. Au Moyen-Âge, Nürnberg était une ville très importante. Au XIVe siècle, l'empereur Karl IV a érigé en loi que le premier rassemblement de chaque roi du Saint-Empire romain germanique doit avoir lieu à Nürnberg. Ça faisait de ce château l'un des plus importants de l'Empire. C'était aussi le lieu pour nombreux d'autres congrès et événements politiques pendant le Moyen-Âge. Avec le temps, il hébergeait beaucoup d'empereurs, rois et d'autres nobles. Mais il y avait un chevalier qui n'était pas du tout bienvenu dans ce bâtiment. Après les croisades, de plus en plus de chevaliers devenaient des pillards. Le plus célèbre chevalier pillard de Nürnberg est Eppelein von Geidingen, qui a vécu au XIVe siècle. Il y a de nombreuses histoires spectaculaires sur ses pillages et aventures qui ont fait de lui un héros régional. Il est un peu le Robin des Bois de la Franconie, la région de la Bavière. Ou presque. Il a dévalisé les riches, mais il n'a pas donné aux pauvres. Sa légende la plus célèbre, c'est le saut d'Eppelein. Quand Nürnberg a réussi à arrêter Eppelein, il était condamné à mort à cause de ses actions. Mais juste avant sa pendaison, on lui a exaucé son dernier souhait. Pour une dernière fois, il a pu monter son cheval. La place était encerclée de trois côtés, et sur le quatrième, il y avait juste le mur du château. Mais ils ont sous-estimé Eppelein, qui a profité de l'occasion. Il a commencé à galoper, il a sauté le fossé, et il a réussi à s'échapper. Les Nurembergois et Nurembergoises disent que les empreintes de sabots dans le mur du château sont une relique de ce saut spectaculaire. La rue qui descend la colline avec le château nous mène à notre prochaine curiosité. Normalement, ici au Hauptmarkt, au marché central, les commerçants et commerçantes vendent leurs marchandises, comme maintenant. Mais en décembre, cette place se transforme en marché de Noël. Avec 2 millions de visiteurs et visiteuses du monde entier chaque année, le marché de Noël de Nürnberg est l'un des plus grands en Allemagne et l'un des plus connus au monde. Ce marché de Noël est consacré au Christkind, ou enfant Christ. Le Christkind est une sorte d'ange qui apporte les cadeaux de Noël chez certaines familles en Allemagne. Tous les 2 ans, la ville de Nürnberg organise des auditions pour trouver une jeune femme qui joue le Christkind. Chaque année, le 4e ou 5e vendredi avant Noël, ce Christkind inaugure le marché. Il se trouve au balcon de la Frauenkirche, l'église Notre-Dame, et récite le prologue, un poème qui souhaite la bienvenue au marché à tous les visiteurs et visiteuses. Sur cette place, il y a encore une autre curiosité qu'on peut visiter tout au long de l'année, le Schöner Brunnen ou Beau Puits. Il a été construit au XIVe siècle pour parachever le Hauptmarkt ou marché central. Ce monument a été construit en correspondance avec la Frauenkirche et représente un clocher gothique. Depuis sa construction, il y a eu de nombreuses restaurations intensives. La partie la plus populaire du puits, ce sont les 2 anneaux en laiton. Si on tourne un de ces anneaux, ils exaucent un souhait. Peut-être que le pouvoir d'exaucer les souhaits s'explique par la légende d'origine du premier anneau, celui en noir. Un apprenti du maître qui était en charge de construire la grille autour du puits voulait faire les yeux doux à la fille du maître. Ce dernier n'était pas d'accord avec cette liaison parce qu'il considérait l'apprenti comme trop pauvre pour sa fille. Il disait « Une telle relation ne va rien donner pour personne. C'est tellement peu probable que ça fonctionne. C'est comme si tu réussissais à faire tourner les anneaux de la grille du puits. » Pendant que le maître était en voyage, l'apprenti voulait prouver qu'il était capable. Alors il a construit un anneau, les coupé, inséré à la grille et les fermé d'une façon qu'il n'y a pas de couture.
Après, il a quitté la ville et il n'est jamais revenu. Quand le maître est revenu, il a compris qu'il était trop sévère et il a regretté son départ. Mais c'était trop tard et sa fille était très triste. C'était un peu une histoire triste sans happy end, mais pour nous dérider, j'ai encore un fait amusant sur le puits. La pièce maîtresse du monument, ce sont les 40 figurines en pierre qui représentent la vision du monde de l'Allemagne au Moyen-Âge. Au pied des souverains qui sont représentés, il y a les grimaces des ennemis principaux de Nürnberg. Parmi eux, il y a notre chevalier Pierre préféré, Eppelein von Geilingen. Mais il n'est pas la seule personnalité de Nürnberg que je veux vous présenter. Une autre célébrité de la ville, c'est Albrecht Dürer, le peintre le plus célèbre d'Allemagne et l'un des plus grands artistes de la Renaissance européenne. Les 19 dernières années de sa vie, il vivait dans cette maison jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, la maison est un musée. Le prochain lieu nous mène au chapitre le plus sombre de l'histoire de la ville. Les nazis ont choisi Nürnberg comme site de leur rassemblement. C'était des manifestations de masse d'environ une semaine pour mettre en scène le NSDAP, le parti d'Hitler, et le régime nazi. L'événement comptait jusqu'à 1 million de visiteurs et visiteuses de l'Allemagne entière chaque année. À partir de 1933, ces rassemblements ont eu lieu annuellement. C'est en 1935, pendant des rassemblements, que les lois raciales de Nürnberg étaient annoncées. C'était des lois qui interdisaient le mariage entre les Allemands juifs et non-juifs et qui refusaient tous les droits politiques aux personnes que les nazis ne considéraient pas aryennes. Pour ces rassemblements, les nazis voulaient transformer Nürnberg en un lieu de culte. Sur un terrain de 12 km², ils ont planifié nombreux stades et bâtiments, mais ils ont seulement réussi à achever une partie de ces bâtiments. Le lieu principal des rassemblements des nazis, c'était le champ de Zeppelin. Avec une taille plus grande qu'une 12 champs de foot, ce champ peut accueillir 200 000 personnes. Les nazis l'ont utilisé principalement pour des défilés. L'un des bâtiments inachevés, c'est le palais des congrès derrière moi. Inspiré du Colisée de Rome, les nazis voulaient construire la salle la plus grande du monde. Mais les tribunes intérieures et le toit n'étaient jamais réalisés. Ce bâtiment pourrait accueillir au moins 500 000 spectateurs et spectatrices, une taille qui rend discuter les sujets du parti ou voter impossible. Mais ce n'était pas pour ça qu'on a commencé à construire ce bâtiment. Ils l'ont construit pour rassembler les membres du NSDAP pour les discours d'Hitler et d'autres personnes importantes du parti. Aujourd'hui, une partie du Palais des Congrès est un musée. L'exposition actuelle traite de l'utilisation de ce terrain entre 1918 et 2020. Les autres bâtiments sont utilisés pour les événements sportifs et musicaux. On va continuer avec le prochain bâtiment historique de notre visite. Le palais de justice à Nürnberg, qui était le lieu du procès contre les crimes des nazis. Entre 1945 et 1946, 22 membres de rang haut du régime nazi ont dû assumer la responsabilité de leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant un tribunal international. 12 ont été condamnés à mort, 7 à des peines de prison à perpétuité ou de longue durée, et 3 ont été déclarés non coupables parce que leur culpabilité ne pouvait pas être prouvée. Au palais de justice, il y a une exposition sur le déroulement du procès et son importance pour le développement du droit pénal international. En effet, ce procès a eu un impact énorme sur ce développement parce que c'était la première fois qu'un tribunal pénal international a inculpé des crimes contre l'humanité. Pour répondre aux crimes du gouvernement nazi pendant le Troisième Reich, la ville a mis en place le Prix international de droits de l'homme de Nürnberg en 1995. L'année dernière, Saidagus Ayutbe a gagné ce prix pour son engagement pour la minorité musulmane en Chine et pour ses révélations des crimes contre les musulmans et musulmanes et kazakhs en Chine. On va finir notre visite avec la Lorenzkirche, l'église Oran, qui se trouve près de la zone piétonne de la ville. Elle est l'une des plus importantes églises de Nürnberg. Le chantier de cette église gothique a commencé vers 1250 et la construction de la basilique à 3 nefs s'est terminée en 1390.
À l'intérieur se trouvent des œuvres d'artistes nurembergois et l'un des plus grands orgues du monde. On est arrivé à la fin de notre visite guidée. J'espère qu'elle était intéressante et que peut-être un jour vous venez découvrir la ville vous-même.